l'ostéogenèse imparfaite, c'est une forme de fragilité osseuse parce qu'il y a un défaut de formation osseuse, il n'y a pas assez d'os. C'est bien sûr une maladie rare, mais c'est une maladie rare avec une prévalence qui est de l'ordre de 1 pour 15 000, donc c'est un motif fréquent de consultation qui va nécessiter une prise en charge tout au long de la vie, de la période anténatale à l'âge adulte, et qui justifie la mise en place d'une prise en charge multidisciplinaire pendant toutes ces périodes de la vie. Donc il y a une prise en charge spécifique pendant la grossesse, puis dans la période néonatale, enfance, pédiatrique, transition, adolescent, adulte. Et donc dans le cadre du centre de référence maladies osseuses constitutionnelles, on a à la fois des sites pédiatriques et à la fois des sites adultes qui permettent d'organiser au mieux cette prise en charge qui est multiple, centrée sur la prise en charge de la douleur, rééducation, prise en charge des fractures, avec une vraie collaboration et des consultations communes, en particulier avec les orthopédistes et avec les endocrinologues pour la mise en place des traitements médicaux spécifiques. Mais la première prise en charge, c'est la rééducation et c'est l'activité physique et l'activité sportive. À côté de cette prise en charge orthopédique avec les endocrinologues, on a également des prises en charge plus spécifiques dentaires, ophtalmo, surdité, fragilité vasculaire, et donc tout ce réseau de spécialistes se coordonne autour du centre de référence. On rentre dans le champ des maladies rares, donc souvent mal informés ou très peu informés. On a beaucoup de cas différents où ils ont entendu comme ça les mots ostéogenèse imparfaite et sans beaucoup plus de renseignements. Parfois, on leur dit juste qu'il y a peut-être quelque chose d'osseux à explorer, mais souvent très démunis parce que c'est quand même une maladie peu connue des médecins un petit peu généralistes, peu connue de la population générale. Donc parents quand même souvent démunis et c'est quand même quelque chose qui fait un petit peu peur de se dire qu'on peut avoir une maladie chronique, une maladie rare et de ne pas trouver les bonnes sources d'information. La prévalence est importante et puis c'est surtout une fragilité osseuse. Donc ça veut dire fragilité osseuse, ça veut dire possibilité de fracture en l'absence de traumatisme majeur. Donc il y a toujours cette possibilité d'une fracture au quotidien. Donc on va essayer de prévenir la fracture et pour prévenir la fracture, il y a des choses simples, activité physique, rééducation, vitamine D, pas de sport violent, mais il y a aussi tout un accompagnement de la vie, de la qualité de vie, accompagnement de la douleur, prise en charge spécifique des fractures par des orthopédistes qui ont l'habitude avec immobilisation, et il y a des tutos qu'on a mis en place pour immobiliser au moment des fractures. Et puis aujourd'hui, on a également accès à des traitements spécifiques médicamenteux, et donc on essaye de participer à des essais cliniques, d'être le plus en avance possible dans la mise en place de ces traitements pour proposer le meilleur. On essaye déjà de les rassurer en leur disant qu'ils ont été orientés au bon endroit, que nous, pour le coup, on est un service spécialisé, qu'on connaît très bien la pathologie, et évidemment qu'on n'est pas seul, qu'on travaille avec énormément de différents spécialistes, avec des orthopédistes, des dentistes, enfin plein de différents métiers qui connaissent aussi bien la maladie. Et voilà, leur donner ce sentiment qu'ils sont pas seuls, qu'ils ont été orientés au bon endroit et qu'on va pouvoir quand même les encadrer, les aider et aussi les orienter vers des médecins et du personnel soignant et d'autres familles qui connaissent la pathologie. En tout cas, les rassurant en leur disant qu'ils sont pas seuls. On en reçoit beaucoup, mais on en reçoit beaucoup de sévérité très variable. Ça dépend vraiment des situations familiales parce qu'on a aussi beaucoup de familles où c'est connu dans la famille. Et dans ces cas-là, il y a un encadrement familial qui est absolument extraordinaire et donc ils sont tout de suite pris en charge et dans l'optique c'est des enfants et ça va aller. Et il y a certains cas où c'est plus compliqué pour l'école, mais les enfants ont une force absolument incroyable et des parents incroyables. Donc on s'en sort quand même souvent. L'aspect génétique, il est très important à deux égards. D'abord, on est dans une maladie rare, mais relativement fréquente. Il y a deux gènes qui sont responsables de l'ostéogenèse imparfaite, qui sont des gènes de collagène, col1A1, col1A2, collagène, qui est très important pour tout le tissu de soutien, donc une protéine de structure majeure de la matrice extracellulaire. Donc, lorsqu'on a une anomalie du collagène de type 1, on va avoir une fragilité osseuse, mais qui peut donner également des sclérotiques bleus, de la surdité, d'autres signes. Ces deux gènes, col1A1 et col1A2, sont responsables d'environ 80% de toutes les formes d'ostéogenèse imparfaite. Quand on identifie un variant dans un de ces gènes, on va déjà regarder si c'est un événement accidentel survenu chez le patient ou s'il est transmis. Donc deux possibilités, événement accidentel, c'est-à-dire de novo. Donc le couple qui a un premier enfant atteint d'une ostéogenèse imparfaite, qui est un événement accidentel survenu chez l'enfant,
à un conseil génétique rassurant, sous réserve de ce qu'on appelle une mosaïque germinale. Donc là, le message, c'est consultation de génétique. Mais souvent, ce sont des formes transmises et l'un des deux parents est également porteur d'une ostéogenèse imparfaite. On est dans un mode de transmission autosomique dominant. Le parent transmet à son enfant avec un risque de 50% de transmission à chaque grossesse. Donc même message, consultation de conseil génétique, et même message, importance de faire les études moléculaires aujourd'hui. Il y a 20 ans, on n'avait pas les moyens de faire des études moléculaires systématiques. Aujourd'hui, on a beaucoup progressé avec les techniques de séquençage au débit. Et donc, dès qu'on évoque un diagnostic d'ostéogenèse imparfaite, on va proposer des études moléculaires pour confirmer ce diagnostic, pour mettre en évidence le variant responsable de cette forme et pour éventuellement, en fonction de la sévérité, pouvoir proposer un diagnostic prénatal. Et dernier point, à côté de ces deux gènes majeurs, COL1A1 et COL1A2, responsables d'environ 80% de toutes les formes d'ostéogenèse imparfaite, il existe plus de 25 autres gènes responsables de formes très rares, mais avec d'autres modes d'hérédité. Il y en a certains qui sont également autosomiques dominants, d'autres qui sont transmises sur un mode récessif lié à l'X. Les femmes transmettent à leurs garçons. D'autres qui sont transmises sur un mode d'hérédité autosomal récessif. Ça veut dire que les deux parents ont un gène normal et un gène muté, ils n'ont aucune manifestation, mais ils ont transmis à leur enfant les deux gènes mutés. C'est ce qu'on mode de transmission autosomique récessif. Donc à chaque grossesse, ils ont un risque de 25% de récurrence. Donc là encore, conseil génétique, consultation de génétique et diagnostic moléculaire. Et le dernier point qui est très important, c'est qu'on adapte également la prise en charge en fonction du type d'ostéogenèse imparfaite. Certaines formes rares, récessives, par exemple, on sait que les bisphosphonates dont j'ai parlé tout à l'heure ne sont pas efficaces. Donc on va essayer de plus en plus d'avoir une médecine personnalisée et de s'adapter au type d'ostéogenèse imparfaite. Donc là, j'ai parlé du diagnostic prénatal, mais il y a un autre versant qu'il faut aborder, c'est la prise en charge de la grossesse chez une patiente qui a une ostéogenèse imparfaite. Et là encore, milieu spécialisé. Un service d'obstétrique qui a l'habitude de la prise en charge des maladies rares, et après également un suivi de l'allaitement, un suivi qui est contre-indiqué, un suivi post-grossesse qui est très important parce qu'il y a un risque accru de déminéralisation. Donc on doit médicaliser pour améliorer la prise en charge à tous les moments de la vie. Pour les praticiens, le médecin généraliste ou le pédiatre de ville qui prend en charge un enfant ostéogenèse imparfaite, c'est l'adresser au centre de référence de proximité. Donc on a un site CRMR MOC, on a également une filière qui s'appelle la filière d'urgence anti-maladies rares OSCAR, qui a publié une carte des sites impliqués dans la prise en charge de l'ostéogenèse imparfaite. On a également un PNDS qu'on a publié, Protocole national de diagnostic et de soins spécifiques pour l'ostéogenèse imparfaite, avec les grandes règles de prise en charge de l'ostéogenèse imparfaite qui est accessible sur le site de l'HAS. Et on a également mis en place un calendrier de suivi. Donc ce calendrier de suivi, il permet de suivre les enfants et de faire le bilan spécifique à chaque période de la vie, de la période néonatale à l'âge adulte. Nous, on en a beaucoup qui sont orientés justement devant des fractures multiples, et c'est des contextes souvent pas simples parce que c'est des enfants très jeunes qui vont fracturer, et il y a beaucoup de familles qui passent par la case maltraitance. Et c'est pas toujours simple de faire la différence. Les conseils, c'est au moindre doute de les orienter vers un généticien. Et on a beaucoup de demandes justement de est-ce que c'est une maltraitance, est-ce qu'on suspecte une maladie osseuse. Donc de les réorienter dès qu'ils ont la moindre suspicion, ou s'ils savent pas, de demander justement à des centres qui savent. Et on n'est de loin pas les seuls centres en France à avoir ces compétences en maladie osseuse. Il y a la question du quotidien, il y a la question de la qualité de vie, et il y a la question de la prise en charge médicale et paramédicale, mais les deux sont importants. Donc, il faut à la fois allier l'expertise, il faut à la fois avoir un médecin de proximité qui sait se rapprocher du site d'expertise si besoin, et il faut à la fois avoir des conseils pour tous les gestes de la vie quotidienne, parce que c'est activité physique, c'est rééducation, c'est des conseils pour le langeage, c'est des conseils pour la marche, c'est des conseils pour la scolarisation. Donc, toutes les étapes de la vie sont importantes. Je pense que le plus important, c'est de surtout pas avoir peur de son enfant.
Parce que c'est vrai que beaucoup de fois, quand on parle de fragilité osseuse, les parents ont ensuite très peur de justement de faire des bêtises, de leur faire des fractures. Donc de pas avoir peur de son enfant, ça reste un bébé qui a besoin d'être changé régulièrement, de câlins, de tout ça. Et après évidemment de faire les choses doucement, mais de pas avoir peur de le prendre et de vivre avec son bébé. Et malheureusement, il y a des fractures qu'on ne pourra pas éviter. D'être assuré qu'ils vont être pris en charge, et de pas avoir peur d'avoir leur bébé.